Alors, bon matin tout le monde. Salut, salut. Bonjour à tous. Salut. Vous allez bien, ouais? Bon, là, good. Bon matin, alors, content que vous soyez là. Encore une fois, tout le monde est au rendez-vous, c'est bien parti. Donc, aujourd'hui, comme vous le savez, on va passer à travers le sujet 3. On fait pas mal un sujet par semaine. Il y a deux sujets qui vont mériter 2 semaines, là. Le sujet 4 la semaine prochaine, entre autres, là, puis le sujet 7 après l'examen intra. Mais sinon, il passe un sujet par semaine. Puis là, vraiment, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous l'avez vu en faisant votre travail hors classe, là, avant le cours. Donc là, aujourd'hui, vraiment, je vais vous présenter une déclaration de revenus. Vraiment, là, concrètement, c'est quoi? C'est quoi les composantes d'une déclaration de revenus? Comment on met nos chiffres là-dedans dans le calcul du revenu imposable, le calcul de l'impôt. Donc, évidemment, vous ne deviendrez pas des experts en trop. Juste cette semaine, il y a encore beaucoup à apprendre, mais là, vous allez avoir un bon coup d'œil de c'est quoi les différentes composantes d'une déclaration de revenus. Puis juste ça, ça va faire que vous allez regarder peut-être autrement votre propre déclaration de revenus. Si vous regardez la déclaration de revenus que vous avez envoyée au gouvernement, vous allez reconnaître les mêmes parties que ce qu'on va découvrir ensemble cette semaine. Donc, voilà pour ça. Vos deux premiers questionnaires étaient à compléter au plus tard dimanche soir. Là, ça a été fait pour quasiment tout le monde, donc bravo. Donc là, à partir de maintenant, c'est un questionnaire par semaine. Celui de la semaine 3, il est à remettre dimanche soir, là, dans 3 jours, 3, 4 jours. Donc, le fameux plan de travail ici auquel disponible là, par la page d'accueil du portail de cours, semaine 3. Donc, je vais vous montrer là, les semaines passées, ben, surtout la semaine 2, là, mais je ne le montrerai pas à chaque semaine, mais après le cours de la semaine passée, le lien menant vers l'enregistrement est ici. Donc, je le répète, là, mais à chaque semaine, après le cours, vous avez la possibilité de réécouter le cours si vous en sentez le besoin. Donc, voilà, ça c'est notre semaine 3. Le lien va venir ici après le cours. Donc, vous avez fait le travail avant le cours. Il y a comme je vous disais, le questionnaire ici, que vous pouvez aussi accéder par le menu portail, dans le portail de cours, menu questionnaire. Bien sûr, les problèmes à résoudre après le cours. Donc, c'est une semaine standard, là. Euh, Votre questionnaire est à remettre au plus tard dimanche soir. D'accord? Je vais vous montrer commencer à vous parler un petit peu de l'examen. D'accord? Semaine 7. Je vous liste de l'information tranquillement, parce que je ne veux pas vous submerger d'informations. Tout est écrit ici. C'est le jeudi, évidemment, là, de notre semaine 7. Donc, dans votre cas, ça va être 8h30. Je vais vous en reparler à chaque semaine, inquiétez-vous pas, mais juste pour commencer à vous mettre dans le bain. Euh, donc, tout ce que je vous dis, c'est écrit là. D'accord? Mais je vous donne en rafale quelques informations qui pourraient vous être utiles. Je l'ai peut-être déjà dit. L'examen se fait sur l'ordinateur. Donc, c'est un examen, l'examen, ça va être sous forme d'un questionnaire d'examen web. D'accord? Donc, il est déjà là. Si tu vas dans ton menu questionnaire, ton examen intro, il est déjà là. C'est juste qu'il n'est pas accessible encore. Mais là, ce fameux jeudi matin-là de la semaine 7, ton questionnaire d'examen va être directement sur le web. Donc, c'est un questionnaire d'examen où tu as ton énoncé directement dans ton questionnaire web, puis où tu dois soumettre ta réponse aussi dans le questionnaire web. Là, tu peux naviguer d'une question à l'autre comme ça, puis tes réponses s'enregistrent automatiquement. Dès que tu la saisis, puis que tu changes de question, ça s'enregistre. Donc, ce n'est pas stressant. Là. Puis, donc, à la fin, quand vous avez complété votre examen, vous avez soumis toutes vos réponses, ils sont enregistrés, puis c'est ça qui va être corrigé. Donc, c'est pas stressant, ça ne vous posera pas de problème, je ne suis pas inquiet. Mais juste être sûr d'avoir un ordinateur portable en classe. Tu arrives ici, pas d'ordinateur portable, ça ne marchera pas. Il n'y a pas d'examen papier que tu peux faire. D'accord? Je n'oublie pas. Puis, deuxième information importante, l'examen est à livre ouvert. Donc, tu peux consulter l'ensemble de ton matériel pédagogique pendant l'examen. Je pense que je l'ai dit la semaine passée, je le répète quand même. Donc, dès maintenant, oui, c'est aidant, mais tu ne pourras pas non plus passer un temps fou à retourner dans ton volume. Il faut que tu le connaisses, ton volume, il faut que tu sois capable de repérer rapidement tes éléments. Si ça te prend 25 minutes à trouver comment on impose un dividende autre que déterminé, à l'examen, ça ne marchera pas. Moi, je prévois que tu sais comment imposer un dividende autre que déterminé. Au besoin, tu retournes dans ton sujet 3, dans ton volume, tu vas trouver ton information rapidement. Donc, oui, vous pouvez consulter le matériel pédagogique.
Mais il faut être capable de repérer rapidement vos éléments. Donc, appropriez-vous le plus rapidement possible votre livre. Vous pouvez faire des notes personnelles si vous voulez, des Word, des Excel qui vous aident. Libre à vous de le faire. Mais donc, il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez utiliser à l'examen, là, à part ChatGPT. Là. J'en reparlerai en temps et lieu. Donc, juste tout de suite vous mettre au fait de vous mettre à l'aise avec votre matériel pédagogique, vous développez votre propre façon de faire pour être pas rapide. Ce n'est pas une course. Il y a du temps en masse à l'examen. Vous ne manquerez pas de temps. Mais si tu cherches tout le temps ton information parce que tu n'es pas à l'aise dans ton matériel pédagogique, là, c'est sûr que ça va manquer de temps. Tu avais une question? Vas-y. C'est des petits calculs courts. Donc, c'est pas une très longue question où une petite erreur te ferait rater toute la question, puis ce serait bête que ce soit comme ça. Ce n'est pas le cas. C'est des petits calculs, des petites questions très courtes. Par exemple, comment tu imposes monsieur reçoit un dividende de 100 c'est un dividende déterminé. Quel montant doit-il inclure dans son revenu? Bien, la bonne réponse est 138, parce que tu dois majorer de 38 puisque c'est un dividende déterminé. Ça, je m'attends à ce que tu sois capable de faire ça avec exactitude, parce que tu as ton livre, puis tu as le temps à l'examen de retourner dans ton livre. C'est bon? Ta première bonne, elle est bonne. Ta deuxième? Oui, tu peux toujours revenir. Là. C'est comme si tu avais un cahier de papier. Tu peux naviguer, tu peux t'en aller à droite, à gauche dans tes questions. C'est ça. Ouais, tu peux pas leur prendre autant de fois que tu le veux. C'est ça, tu peux pas leur prendre autant de fois que tu le veux, mais c'est le même genre, c'est le même environnement de questionnaire, effectivement. Ah, il n'y a pas de stress, là. Ça va très bien. Mais juste que vous le sachiez. Et vous n'avez pas à vous soucier de ça. C'est bon pour ça. Donc, on s'en reparlera dans les prochaines semaines. OK. Alors, ça s'attaque à notre sujet de la semaine. Ici. Donc, le sujet 3, je vous disais que ben, vous l'avez vu dans le travail hors classe. Là, on va se mettre en action dans le problème, bien sûr. Je fais juste montrer quelques éléments clés avant de commencer, là, vous rappeler quelques éléments clés. Donc, c'est vraiment la présentation d'une déclaration de revenus, comme je vous disais. Euh, on, la- on va construire une déclaration de revenus aujourd'hui avec le cas que je vous soumets. Dans le fond, je vous donne plein de revenus, dépenses encourus par une personne. Puis vous devez construire sa déclaration de revenus en respectant l'ordre comme il se doit. Puis je le répète, dans le fond, c'est comme si on faisait une déclaration à la main. C'est bon de le faire, même si dans la vraie vie, on utilise des logiciels parce que ça te montre vraiment les composantes puis toutes les interactions dans une déclaration de revenus. Mais après ça, si tu regardes ta propre déclaration ou tu l'as fait avec un logiciel, tu vas retrouver les mêmes composantes. Après, donc, les composantes, je vais essayer de faire un petit jeu de couleurs, une petite animation en couleurs, parce que vous l'avez vu que j'utilise trois couleurs pour illustrer nos trois sections. En bleu, c'est ce qu'on appelle le calcul du revenu. En vert, c'est ce qu'on appelle le calcul du revenu imposable. Puis en rose, c'est ce qu'on appelle le calcul de l'impôt. Donc, on va retrouver ces composantes-là dans les pages qui suivent. Je m'en vais vous montrer ça. Page. Donc, regardez ici. Je vous avais dit tout à l'heure que ce tableau-là était toujours présenté au début de chacun des sujets parce que ça illustre les composantes d'une déclaration. La partie en jaune, c'est ce qui nous intéresse. L'assujettissement, on l'a réglé la semaine passée, la question de l'assujettissement. Maintenant, vraiment, on s'attaque à nos trois grandes sections. Si j'enlève la petite partie jaune pour voir derrière, vous reconnaissez donc, vous avez vos trois couleurs, calcul du revenu imposable, calcul de l'impôt. Évidemment, il faut les faire dans cet ordre-là. Tu ne peux pas calculer un impôt à quelqu'un sans trouver son revenu imposable. Tu ne peux pas trouver un revenu imposable à quelqu'un sans trouver son revenu. Il faut nécessairement que tu les fasses dans cet ordre-là. Donc, si on met la loupe sur chacune des composantes, je n'oublie pas les lignes, on va s'intéresser à ça aujourd'hui, mais vous avez vraiment de façon grossie là, toutes ces étapes-là. Je vais juste aller vous montrer comment ça marche avec des chiffres. Je m'en vais à la page 65. Je me promène de page en page juste pour que
pour vous rappeler un petit peu ce que vous avez vu. OK. Si on résume ça, OK, la partie bleue, le calcul du revenu, c'est l'endroit dans la déclaration où tu vas comptabiliser tous les revenus que tu as fait dans ton année courante. Donc, dans l'année courante, là, toutes tes natures de revenus que tu as gagnées, c'est là qu'elle va se comptabiliser dans la partie bleue qu'on appelle le calcul du revenu. D'accord? Je donne un exemple ici avec les chiffres qui sont là. OK? Admettons que moi, j'occupe un emploi. Comme n'importe qui, je travaille pour un employeur. Puis, dans mon emploi, je fais un salaire de 90 000. D'accord? En fiscalité, on appelle ça du revenu d'emploi. Donc, c'est une première nature de revenu qui existe, c'est le revenu d'emploi. Donc, c'est gagner un salaire. Donc, admettons que je gagne 90 000 de salaire et que par ailleurs, dans mon année, comme employé, j'ai encouru quelques dépenses. 5 000 que j'ai dû payer de ma poche pour mes déplacements d'emploi. Vous allez voir en temps et lieu que c'est déductible. Donc, déductible du revenu d'emploi. Donc, mon revenu d'emploi, dans ce cas-ci, serait de 85 000. Donc, je rajouterais ici un plus 85 000 sur ma ligne revenu d'emploi. Aussi, j'opère une entreprise. Deuxième activité possible, ça, dans la vie de quelqu'un, en plus d'être, ou à la place être employé, on peut être en affaires. Donc, on peut décider d'exploiter une entreprise. Si toi, en quittant l'université, tu n'as pas envie de travailler pour quelqu'un d'autre, tu dis, moi, je me pars une entreprise, tu pourrais décider d'être sous la forme d'une entreprise individuelle, ne pas te créer une compagnie. Donc, juste avoir une idée, vendre tes services à tes clients. C'est ce qu'on appelle du revenu d'entreprise. Donc, admettons que tu fais 230 000 de chiffre d'affaires, et que par ailleurs, tu as aussi encouru 125 000 de dépenses. Vous êtes comptable, vous savez que du revenu d'entreprise, c'est des revenus moins des dépenses. Donc, toutes tes dépenses reliées à tes activités d'entreprise sont déductibles. Et dans ce cas-ci, tu déclarais sur ton rapport d'impôt à la fin de l'année un revenu d'entreprise de, je fais le calcul rapidement, je dirais 105 000. Hein? Merci. Tu déclarais ce qu'on appelle un revenu d'entreprise de 105 000. Troisième source de revenus, c'est ce qu'on appelle des revenus de biens. C'est bizarre comme mot. On aurait dû appeler ça des revenus de dans la loi, c'est comme ça, mais même moi, j'aurais dû le changer. On aurait dû appeler ça des revenus de placement. Un revenu de bien, c'est synonyme de détenir un placement qui va me rapporter des revenus de placement. OK? Il y en a trois. On va les voir tantôt, là. Possibilité des revenus d'intérêt, des revenus de dividendes ou des revenus de location. Mais ce que ça a, la particularité de ça, c'est que tu détiens un placement. Si je détiens un placement, un dépôt à terme, ça va me rapporter de l'intérêt. Si je détiens un placement en action, il va me rapporter des dividendes. Si je détiens un immeuble locatif, il va me rapporter des revenus de location. C'est le fait de gagner des revenus provenant d'un placement. Voilà, comme ça. Justement, j'ai un immeuble locatif. Regardez, je suis un gars occupé. J'ai un job, j'opère une entreprise, j'ai des blocs appartements, j'ai un bloc appartement. J'ai encaissé 15 000 de revenus de loyer que mes locataires m'ont payé, puis j'ai des dépenses. OK? Ça a mal été cette année avec mon bloc. Le toit a coulé. Il faut que je change mes fenêtres. Une année catastrophique, 50 000 de dépenses. Donc là, j'ai fait une perte. J'ai 15 000 de revenus pour mon activité de location, là, 15 000 de revenus, 50 000 de déduction. Donc, j'ai 35 000 de perte de biens. C'est une perte de location. Ce n'est pas un revenu. Donc, sur ma ligne revenu ici, je ne mets rien. Je n'en ai pas de revenu. Je vais plutôt aller en bas ici, mettre un moins 35 000 dans ma section des pertes. Parce que la partie bleue, en haut, on met les revenus, puis dans le bas, on met les pertes. Parce que ta même nature de revenu, des fois, elle est positive, on te le souhaite, mais des fois, ça ne va pas comme tu veux, puis tu fais une perte avec ton activité. Donc, on va mettre la perte de location, la perte plus bas en négatif dans ton revenu. Puis, donc, dernière source de revenus possible, c'est ce qu'on appelle les autres sources de revenus. On va les étudier en détail, mais dans la vie, il y a plein d'autres revenus qui sont imposables, autres que du salaire, du revenu d'entreprise ou un revenu provenant d'un placement. Avez-vous des exemples à me donner? On les étudiera en temps et lieu, là. Mais dans la vie, qui pourrait gagner un revenu qui serait imposable, autre que les trois premiers que je viens d'illustrer? Oui, oui.
des revenus de retraite. Donc, des parents qui sont à la retraite, qui encaissent de l'argent d'un fonds de pension d'employeur, des retraits du REER. Si tu as mis de l'argent de côté, tu retires de l'argent de ton REER. Si tu reçois une pension alimentaire de ton ex-épouse, des montants provenant du gouvernement, tu es sur l'assurance emploi, par exemple, pendant un certain bout de temps. Il y en a plein. Donc, moi, admettons que j'ai encaissé 20 000 je suis vraiment très, très, très. Donc, ça ressemble à ça, mes inclusions, moi. 85 000 de revenus d'emploi, 105 000 de revenus d'entreprise, un 20 000 d'autres revenus que j'ai reçus du gouvernement, puis j'ai perdu 35 000 avec mon immeuble locatif. Je reporte ça dans mon rapport d'impôt à la page 60. C'est les mêmes montants qu'on va reporter. Donc, ici, là, parce que le total qui est ici, ça ici, juste les plus, là, si je les additionne, c'est bon, tu peux peut-être m'aider. Ça, plus ça, plus ça. Moi, je dirais ça donne 200, 220, je dirais. 210, le total. Parce que vous allez le retrouver à la page. Donc, regardez, je l'ai juste ici. Dans le fond, ça ici, c'est mon 210 de tantôt. Le moins 35 de tantôt avec mon immeuble locatif. Vous voyez? Donc, j'ai juste grossi un petit peu ou rajouté d'autres composantes. Je termine ma partie bleue. Il y a un autre élément qui est imposable pour une personne, en plus de tout ce que j'ai raconté, ce qu'on appelle un gain capital. Un gain capital, c'est différent des autres natures de revenus. Ça provient du fait de vendre un actif. Si je vends un actif à profit, plus cher que je l'ai acheté, le profit que j'ai fait en faisant cette vente-là, c'est ce qu'on appelle un gain capital. Et c'est imposable. Le gouvernement a décidé que c'était seulement la moitié qui serait imposable. Donc, si par exemple, je détiens un placement en action, je l'ai payé 20 000, je le revends 30 000, je fais un beau profit de 10 000. Ça, c'est imposable, ce profit-là. Ce n'est pas libre d'impôt, malheureusement, mais ce n'est pas 10 000 qu'on va mettre dans mon rapport d'impôt, c'est la moitié. On va mettre un 5 000. Donc, moi, mon histoire, c'est plutôt mon profit sur mon placement, ça a mieux été que ça. Il faut que j'invente d'autres chiffres. Je l'ai acheté 100 000, je l'ai revendu 160 000. Fait qu'un beau profit de 60 000, on impose la moitié dans mon rapport d'impôt. Ici, le plus 30 000. Et finalement, dernier élément, dans un rapport d'impôt, il y a plusieurs, pas plusieurs, mais il y a certaines dépenses que le gouvernement, que vous allez encourir dans la vie. Puis si ça arrive, ces dépenses-là dans votre vie, le gouvernement va vous accorder une déduction dans le calcul du revenu. Il va dire ça, tu as le droit de le déduire de tes impôts, pour prendre l'expression populaire. Je ne donnerai pas d'exemple parce que vous n'en connaissez pas nécessairement, mais si tu payes des frais de déménagement dans ton année, si tu payes des frais de garde parce que tu envoies tes enfants à la garderie, si tu fais une cotisation REER dans l'année, c'est tous des déboursés qu'on t'accorde, pour lesquels on t'accorde une déduction. Donc, admettons pour faire une déduction que j'en ai fait pour 5 000 de ce genre de déboursés-là dans l'année. Donc, voilà pour le calcul de mon revenu. On fait l'addition ensemble. Donc, 210 000, ça, je vous rappelle que c'était la somme de toutes mes activités de salaire, revenu d'entreprise, puis autres revenus provenant du gouvernement qu'on a additionné tantôt, 210 000. J'ai mon moins 35 ici qui est ma perte de mon immeuble locatif. J'ai mon 30 000 qui provient de la vente de mon placement à profit. Puis j'ai mon moins 5 000 qu'on m'accorde parce que j'ai encouru des frais de garde d'enfants. Donc, plus ça, moins ça donne 200 000 pour fin de discussion. C'est ce qu'on appelle le revenu. C'est ta partie bleue complétée. C'est ça qu'il va falloir que tu fasses aujourd'hui. Ensuite, tu t'en vas dans ta partie verte. Je pense que c'est la page suivante. Ou non? Je ne suis pas trop loin. Non, plus loin. Je m'en ai à la page 91. Continuez l'exemple. Page 91, juste pour continuer l'exemple. Ici. Donc, ta partie verte maintenant. Tu pars du résultat que tu viens d'obtenir de 200 000, qui provenait de la partie bleue que tu as complétée tout à l'heure. Et dans la partie verte, la seule chose qu'on t'accorde, c'est des déductions. Un peu à l'instar de la déduction de 5 000 dont je vous parlais, c'est d'autres déductions que le gouvernement a choisi de placer à un autre endroit dans la déclaration de revenus qu'il a décidé de placer dans la section verte. Je vais vous le dicter aujourd'hui. Vous allez toutes les voir. On va vous dire, par exemple, qu'il y a 3 déductions qui sont admissibles dans le calcul du revenu imposable.
Bien, admissible dans le calcul du revenu imposable, pour toi, ça devrait vouloir dire que je le place dans la partie verte. Donc, admettons que j'en ai 3 pour faire une déduction. Vous voyez les chiffres. Donc, c'est tout ce qui se passe dans le revenu imposable. Il y a certaines déductions qui, bien sûr, abaissent mon revenu imposable. Disons 20 550 pour faire une déduction. Donc, j'abaisse mon revenu imposable à 179 000. Dernière étape, tu pars avec ton revenu imposable de 179 000 que tu viens de trouver et tu calcules l'impôt. D'accord? On va faire ça aujourd'hui aussi. Dans le calcul d'impôt, rapidement, il y a 5 composantes. 1, 2, 3, 4, 5. OK? Première composante, il faut que tu appliques les taux d'imposition progressifs qui sont en vigueur en 2024. Ce n'est pas les chiffres qui sont là. Ça, c'est des chiffres inventés. C'est juste pour que tu vois le principe, comment ça fonctionne. Donc, comment ça fonctionne, des taux d'imposition progressifs? C'est que tu prends ton revenu imposable, puis tu vas le décortiquer en tranches. Parce que chaque tranche de revenu imposable ne va pas subir le même taux d'imposition. Plus ton revenu imposable augmente, plus tu vas atteindre des tranches de revenus imposables où le taux d'impôt augmente. Vous voyez, les taux d'impôt passent de 15 à 20, à 26, à 33. Donc, admettons on disait que tout ton revenu imposable qui se situe entre 0 et 50 000, on l'impose à 15 bien, ça donne un impôt de 7 500 pour cette première tranche-là. Ensuite, si on dit que la tranche de revenu imposable qui se situe entre 50 000 et 100, donc dans cette deuxième tranche-là, il y a aussi un 50 000 de revenu imposable, lui, on l'impose à 20,5. Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière tranche, on dit que tout ton revenu imposable qui est au-dessus de 215 000, parce que 215 000, c'est les 4 premières tranches déjà imposées. Tout ce qui est au-dessus de 250 000, 15, pardon, on l'impose à 33 Donc, je prendrais mon revenu imposable total de 179. J'enlève mon 150 000 OK, non, pardon, je n'étais même pas dans. Il ne faut pas se rendre dans la dernière tranche. Là, je viens de voir que j'étais à 0. C'est plutôt la quatrième ici. Donc, ce qui est entre 150 et 215, moi, je prends mon 179 000, qui est mon revenu imposable. Je ne me rends pas à 215. Donc, je m'arrête à 179. J'enlève mon 150 000, qui est les 3 premières tranches qu'on a déjà imposées. Puis notre quatrième tranche est à 29 Donc, on met ça en pratique aujourd'hui. Ça, c'est mon premier chiffre, 39 000. Deuxième étape, cet impôt-là va être abaissé par ce qu'on appelle des crédits d'impôt. Donc, en temps et lieu, on va les étudier, mais le gouvernement accorde pour plein de situations dans la vie des crédits d'impôt. Si tu es étudiant, si tu es malade, si tu fais des dons, de les voir, là, il y a plein de situations de la vie que le gouvernement décide de vous aider avec un crédit d'impôt. Le rôle d'un crédit d'impôt, c'est que ça abaisse ton impôt. Donc, ça abaisse ce chiffre-là. Donc, ici, je me qualifie à 9 crédits d'impôt. Peu importe, là, ils sont tous déjà donnés dans l'énoncé. Donc, je me qualifie 5 000 $ de crédit d'impôt. Donc, mon impôt est abaissé de 5 000 et je passe, donc c'est mon chiffre numéro 2, j'arrive à un sous-total de 34 000. Ça s'appelle l'impôt fédéral de base. Troisième étape, les Québécois, les gens de la province de Québec, quand ils font leur rapport d'impôt au Canada, ils ont un allègement qu'on appelle l'abattement d'impôt du Québec. C'est réservé aux contribuables du Québec, de la province de Québec. Puis on va enlever beaucoup de l'impôt fédéral de base. C'est 16,5 de votre total qui est ici. Donc, vous prenez ce chiffre-là ici, fois 16,5, et vous allez réduire pour les Québécois votre impôt, dans ce cas-ci, de 5 600 $. Pourquoi? Est-ce que vous vous rappelez, qu'est-ce qu'il y a de particulier quand un Québécois de la province du Québec fait son rapport d'impôt fédéral? Exact. Donc, quand on fait, compte tenu de ce que j'ai expliqué dans la semaine 1, tu as raison, là, compte tenu du fait que quand on fait notre rapport d'impôt au fédéral, nous, les Québécois, le fédéral ne perçoit pas notre impôt de la province. La province de Québec a refusé ça, puis nous, on va faire un deuxième rapport d'impôt à côté pour payer notre impôt provincial. Donc, le fédéral dit aux Québécois, d'accord, pour vous seulement, je vais vous enlever, je vais moins vous imposer, je vais enlever la composante provinciale, je ne vous imposerai pas sur une composante de provinciale parce que c'est comme ça que le Québec l'a demandé. C'est pour ça qu'on se fait enlever un 5 600, mais évidemment, on va repayer de l'impôt au Québec. Quatrième étape, après l'abattement, il y a comme d'autres crédits d'impôt. Ils sont très rares, mais il y a quelques crédits d'impôt qui, au lieu de se placer avant l'abattement avec les autres, se placent après l'abattement. Ça va être dit dans l'énoncé. Ça s'appelle les autres crédits d'impôt ici.
Hop, pardon. Ça s'appelle les autres crédits d'impôt. Puis, techniquement, il faut les placer après l'abattement. Si vous les placez avant l'abattement, vous allez fausser votre calcul de l'abattement. Vous n'arriverez pas au même résultat. Donc, bref, admettons que je me qualifie à 2 petits crédits après l'abattement. Pardon. Ici. Donc, ça va encore abaisser mon impôt. Ça, c'est mon chiffre numéro 4. J'arrive à ce qu'on appelle l'impôt payable, 27 000. On est presque rendu en bas, là. Donc, 27 000, disons 28 si j'arrondis. L'impôt payable, c'est vraiment ma dépense d'impôt finale. C'est vraiment le montant final d'impôt que je paye au gouvernement du Québec. C'est vraiment le montant de ma dépense d'impôt finale auprès du gouvernement du Canada. Donc, je pourrais dire à un souper, là, sais-tu quoi, je viens de finir mon rapport d'impôt, là, puis cette année, je vais avoir payé 28 000 d'impôt au gouvernement fédéral. C'est vrai. Tu as raison. Est-ce que ça veut dire que quand tu fais ton rapport d'impôt, on est rendu en avril de l'année suivante, que tu dois faire un chèque de 27 000 puis envoyer ça avec ton rapport d'impôt? Non. Parce que de l'impôt fédéral, tu en as payé en cours d'année. Tout le monde paye son impôt régulièrement en cours d'année, sur ton salaire, par exemple. Ton employeur, à chaque paye, te prend un petit peu d'impôt fédéral puis l'envoie au gouvernement fédéral. Donc, ça, c'est déjà payé. Il y en a aussi qui font des paiements d'impôts par acompte provisionnel. Donc, le gouvernement leur exige des chèques en cours d'année. Donc, tout le monde, presque, a toujours déjà envoyé de l'argent. Fait que ça, il faut l'enlever. C'est la dernière étape. Admettons que j'en ai déjà envoyé 25 000, moi, avec des retenues sur salaire. Bien, ce qui me reste à payer, c'est 2 700. Ça s'appelle le solde dû. C'est ta dernière ligne. Donc, vraiment, tu vas devoir faire un chèque de 2 700 avec ton rapport d'impôt pour combler ce qui te reste à payer. Autre possibilité, admettons qu'au gouvernement, tu en as déjà envoyé 35 000. Donc, 27 moins 35, tu vas tomber négatif. Ça s'appelle un remboursement. Donc, le gouvernement, en résumé, tu devais payer 27 700, mais tu en as déjà envoyé 35. Tu en as trop envoyé. Donc, dans ce cas-ci, le gouvernement va te redonner ton argent que tu as envoyé en trop et tu vas avoir droit à un remboursement de 7 200. Les gens, des fois, ils font un rapport d'impôt puis ils ont un remboursement. Puis, hey, je ne paye pas d'impôt cette année, je reçois ces 1200. Non, non, tu en payes de l'impôt. Tu en payes en masse. C'est même que tu l'as payé trop, tu en as trop payé. Si on est vraiment objectif, rationnel comme des comptables ou des financiers peuvent l'être, c'est une très mauvaise nouvelle d'avoir un remboursement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai bien trop envoyé d'argent au gouvernement. Ça veut dire que ma dépense finale est 27 000, puis moi, en cours d'année, j'ai envoyé 35 000. Donc, mon argent, à moi, a dormi au gouvernement pendant toute l'année. J'aurais pu le placer, cet argent-là. Là. Puis, au 30 avril, le gouvernement m'a redonné ce qu'il a perçu en trop. Fait que, techniquement, ce n'est pas une bonne nouvelle d'avoir un remboursement. Ça veut dire que notre argent dort au gouvernement. Mais l'être humain étant ce qu'il est, tout le monde, tout le monde est content au mois d'avril d'avoir un petit peu d'argent qui rentre. C'est une façon de faire de l'épargne déguisée, si on veut. Là. Puis avoir de l'impôt à payer, ce n'est pas dramatique non plus. C'est juste qu'on n'en a pas assez envoyé en cours d'année. C'est tout. C'est bon? Donc, bien sûr, c'est ça qu'il va falloir faire aujourd'hui. Je ne parle pas plus. Donc, je vous fais juste vous rappeler que dans l'énoncé, je vais vous le montrer. Je peux vous le montrer tout de suite, le problème de la journée. On va le faire en étapes, là, pas tout d'un coup. Donc, rappelez-vous que le problème de la journée, il est disponible dans votre portail de cours, menu Documents. Donc, quelqu'un qui vous demande bien de faire son rapport d'impôt au complet, donc plus précis, Éric Bolduc, là, plus précisément, calculer son revenu, calculer son revenu imposable, puis calculer son solde dû ou son remboursement, donc la dernière ligne de la partie rose. Et pour ça, il vous donne toute l'information relativement à ce qu'il a fait dans l'année. Donc, il a été en masse occupé. Donc, du revenu d'entreprise, du revenu d'emploi, des revenus de placement. On vous donne aussi tous les crédits d'impôt auxquels il se qualifie, les retenues d'impôt qu'il a fait dans l'année auprès de son employeur. Puis à la deuxième page, on vous donne aussi tous les profits qu'il a fait en faisant des ventes de placement. Donc, il a fait beaucoup de ventes à profit ou à perte dans l'année, qui vont générer des gains, des pertes en capital. Vous avez tout ça à la page 2 aussi. Donc, dans le fond, l'information vous est donnée de façon un petit peu éparpillée. Le but, c'est que vous mettez ça en ordre dans une déclaration de revenus. OK? Vous pouvez faire ça en équipe, bien sûr, équipe de 2, 3, 4 maximum, s'il vous plaît.
Plus que ça, ça ne travaille pas, c'est plus déconcentrant. Euh, Puis pour la première partie la première chose que je vais vous demander de faire là, pour commencer, OK, c'est de faire la partie bleue. OK? Donc, je vous demanderai de faire la partie bleue et même la partie bleue sans faire les gains et pertes en capital. Donc, faire tout le reste de la partie bleue, mais ne pas considérer pour l'instant les gains et les pertes en capital. Donc, ça veut dire que dans l'énoncé, pour commencer, là, ignorez la deuxième page. Ici. Donc, dans votre deuxième page, ici, vous avez uniquement 7 transactions qui génèrent des gains et des pertes en capital. Donc, pour l'instant, ignorez cette page-là. Donc, je répète, on fait le calcul du revenu au complet, sauf la partie des gains en capital. Je vais vous le montrer à l'écran tout à l'heure, ça va être plus visuel. Alors, bon travail, on donne le temps qu'il faut. Si vous avez des questions, si vous avez de la difficulté à le faire, n'hésitez pas à me demander de l'aide. OK, on regarde la solution ensemble. Pour le premier chiffre, je vais le grossir, mais juste que vous voyez la vue d'ensemble. Ça, c'est le fichier solution. Mais je pense que vous l'avez tous bien vu, là. Donc, le calcul du revenu, il y a comme 4 composantes. Ici, on met nos revenus gagnés dans l'année. Plus bas, on met nos pertes. Si une source de revenus est négative, comme la perte d'entreprise, dans notre cas de 3 500, je la mettrais juste un petit peu plus bas en moins. Ici, cette partie-là, on ne la fait pas, comme j'ai dit pour l'instant, les gains et les pertes. Puis, on avait une déduction de 7 500 qui nous était accordée là, dans l'énoncé, donc 386 730. Donc, je pense que vous l'avez bien compris. Donc, le revenu d'emploi, c'est le salaire moins les dépenses déductibles. Le revenu d'entreprise, ça n'a pas été bien, l'activité d'entreprise. 40 000 de chiffre d'affaires, 44 000 de dépenses. Ça se peut. Ça se peut que dans une année, quand tu es en affaires, tu fasses une perte. C'est le cas. Donc, ici, je mets 0. Puis ma perte de 3 500, je vais plutôt venir la déduire un petit peu plus bas, là, parce que c'est prévu que les pertes, on les déduise un petit peu plus bas ici. Donc, le moins 3 500 va se placer là. Les autres revenus de 8 000 juste mon énoncé ici, on vous parlait 8 000, on vous disait revenus d'autres sources tirées d'un REER. Donc, quand on appelle ça des revenus d'autres sources, il faut aller aussi les mettre dans la partie bleue. C'est imposable au même titre que les salaires, revenus d'entreprise et revenus de placement. Ici, les revenus de placement, ça totalisait 47 230. On appelle ça des revenus, le gouvernement appelle ça revenus de biens. Je m'en excuse encore. On devrait appeler ça revenus provenant d'un placement, je l'ai dit. Donc, si je vais voir comment j'arrive à ce chiffre-là, donc, d'une part, j'en ai gagné beaucoup des revenus de placement, 3, à vrai dire. Donc, d'une part, je détiens un immeuble locatif. Donc, mon immeuble locatif, m'a généré des revenus de loyer moins des dépenses connexes. Donc, première chose qui est imposable. Ensuite, mon revenu d'intérêt, deuxième partie de mon histoire, j'ai des placements en obligation. Puis être détenteur d'un placement en obligation, ça nous rapporte des revenus d'intérêt. 9 000, pardon, ici. Et troisième placement que je détiens, j'ai un placement en action. Je détiens des actions dans une compagnie, ce qui fait en sorte que j'ai reçu un revenu de dividende dans l'année. J'ai reçu un revenu de dividende de 13 500. Mais ce n'est pas 13 500 que j'ai mis dans le rapport d'impôt. J'ai majoré de 38 puis j'ai mis un montant majoré, c'est-à-dire 18 600. Puisque c'est un dividende déterminé, ça nous dictait qu'il fallait appliquer la majoration de 38 et non pas celle de 15 Donc, c'est comme ça qu'on arrive à 47 230.
Donc, voilà pour mes quatre principales sources de revenus. Revenu d'emploi, revenu d'entreprise, négatif dans ce cas-ci, revenu provenant de placement, puis mes autres revenus. Il me reste une déduction à vous montrer, mais est-ce qu'il y a des questions à ce stade-ci? J'avais prévu aller vous montrer dans le volume, c'est les trois, le revenu de bien, c'est quoi, là? Juste aller vous montrer à quel endroit c'est écrit. C'est à la page 62 de votre volume. Les revenus de bien, là. C'est écrit. Page 62 de votre volume. Je vais à l'instant. Chou, là. Ici. Vous pouvez le prendre en note ailleurs, là, mais c'est important de vous rappeler de ça pour les fins du cours, hein. Euh, Principale source de revenus, du revenu de bien, c'est des revenus d'intérêt, des revenus de dividendes et des revenus de location. OK? Donc, vous pouvez l'apprendre par cœur, là. Il n'y a pas grand-chose à apprendre par cœur dans mon cours, là. Donc, quand on vous parle de revenu de bien, calculer un revenu de bien, il y a trois choses là-dedans. Il n'y en a pas quatre, cinq, six. Je vous résume ça à trois choses. C'est un revenu d'intérêt ou un revenu de dividende ou un revenu de location. C'est les trois seules sources de revenus qui vont exister dans notre cours. Puis c'est ces trois choses-là qui, ensemble, forment le fameux revenu de bien. D'accord? Donc, apprenez par cœur intérêt, dividende, location. Je pense un truc pour les retenir, c'est se rappeler que c'est des revenus qui proviennent d'un placement. C'est des revenus passifs que je gagne avec de la détention de placement. Regardez, ici, ça a donné que dans l'exemple d'aujourd'hui, la personne les avait, les trois revenus de bien. Ce n'est pas toujours le cas, mais mon gars, il est tellement occupé qu'il a à la fois gagné un revenu de loyer, un revenu de dividende et un revenu d'intérêt. Mais ce n'est pas toujours le cas, bien sûr. Là, vous avez vraiment un exemple éclaté où tous les revenus de biens sont présentés. Donc, dernière chose dans le calcul du revenu, ici, on va s'accorder une déduction de moins 7 500. Donc, mon 397 000 va être abaissé par le fait que le gouvernement nous accorde un 7 500 en déduction. C'est comme ça qu'on arrive à 386 730. Juste pour vous montrer dans l'énoncé pourquoi je prenais la première déduction et non pas la deuxième. Qu'est-ce qui me dictait à faire ça? Regardez ici, dans l'énoncé, on vous dit une déduction prévue dans le calcul du revenu. Donc, le calcul du revenu, à partir de maintenant, interprétez que c'est la partie bleue. Donc, ça te dit que ça va dans la partie bleue. Le 4000 suivant, ce n'est pas le cas. Regardez comment il s'appelle. La déduction suivante s'appelle déduction prévue dans le calcul du revenu imposable. Le calcul du revenu imposable, ce n'est pas la partie bleue, c'est la partie verte. Donc, tantôt dans la partie verte, quand on va y arriver, c'est là qu'on va le placer, ce moins 4000-là. Mais il ne faut pas aller le placer dans la partie bleue. Donc, c'est pourquoi, donc avec l'appellation qui est ici, j'ai pu interpréter que ce 7500-là, je le prenais dans ma partie bleue, mais pas le 4000. On va le prendre dans la partie verte. Ça, à l'examen, il ne faut pas faire ces erreurs-là. Là. Je ne te prendrai pas par la main. Si je te dis déduction dans le calcul du revenu, je m'attends à ce que tu l'interprètes bien puis tu le places dans la partie bleue. Puis si je te dis à l'examen déduction qui s'applique dans le calcul du revenu imposable, je m'attends que tu saches que tu dois le placer dans la partie verte. Puis se tromper, ce ne sera pas la bonne réponse si vous vous trompez. On a juste ça à faire aujourd'hui, bien interpréter les expressions puis les placer au bon endroit. Bon, good. Est-ce qu'il y a des questions pour cette première partie-là? Ce n'était pas la plus compliquée. Donc, bravo. Vous avez été encore une fois bon et rapide. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième partie ici qui va me donner un résultat de 1650, mais j'allais vous le montrer tout à l'heure je vais vous le montrer avec la page du volume ici, là. J'y étais tantôt. Mais je pourrais, je vais vous le remontrer tantôt, là, mais je suis un peu méchant de vous laisser aller comme ça. Je fais un petit enseignement de 5 minutes juste pour vous partir dans cette deuxième partie-là. Les gains et les pertes en capital, page 68 du volume. Donc, ici. Donc, mais c'est ça ici qui nous intéresse maintenant. Ça va donner, on le sait, 1650 dans notre problème. Donc, page suivante ici.
Donc, quand tu vends un bien à profit, c'est ce qu'on appelle un gain capital. Si à l'inverse, tu vends un bien et tu fais une perte, c'est ce qu'on appelle une perte en capital. Puis le gouvernement a décidé que autant les gains que les pertes, on les fractionnait par 50 avant de les mettre dans le rapport d'impôt. C'est un choix politique. Et, ça aurait très bien pu être différent, puis on aurait très bien pu vivre dans une réalité où 100 du gain serait imposable, mais là, c'est la moitié. Donc, il faut vraiment appliquer un 50 là, partout, autant sur mes gains que sur mes pertes. Donc, prenez vraiment l'habitude de toujours, toujours faire fois 50 Il n'y a pas d'exception, c'est toujours le cas. Plus vite vous le faites, mieux ça va aller. Regardez ici, c'est ça qui est important. Ça ici, là, il y a comme 4 lignes, OK? Comme 4 lignes, 4 calculs distincts pour bien arriver à mon 1650. 1, 2, 3, 4. C'est comme 4 boîtes ou 4 sections indépendantes les unes des autres. Je les ai juste dessinées, ces boîtes-là. Ça, c'est les mêmes 4 boîtes, elles sont juste sous forme de dessin. C'est plus facile, là. C'est la même chose. C'est 4 boîtes distinctes. Donc, quand tu fais des gains ou des pertes, tes résultats, tu dois les mettre dans la bonne boîte. Tu ne peux pas la mettre n'importe où, ce gain ou cette perte-là. Tu dois la mettre dans la bonne boîte. OK? Ce qui va dicter où tu mets ton gain ou ta perte, dans quelle boîte, c'est la nature de ton immobilisation que tu as vendue. D'accord? Il existe 3 natures d'immobilisation distinctes, illustrées par des couleurs, orange, mauve et vert, qui vont te dicter où tu vas mettre ton résultat. Puis, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que il y a comme 6 cas de figure possibles. Il y a 3 sortes d'immobilisation possibles, 3 natures d'immobilisation possibles, puis tu peux faire des gains puis des pertes pour chacune. Donc, 3 immobilisations. Donc, c'est illustré par les 6 pastilles que tu vois à l'écran. Donc, si tu vends un bien orange puis tu fais un gain, tu le mets là. Si tu vends un bien orange puis tu fais une perte, tu le mets là. Si tu vends un bien mauve, tu fais un gain, tu le mets là, dans cette boîte-là. Si tu vends un bien mauve, tu fais une perte, tu le mets à nulle part. C'est réputé nul. On en parlera dans 2 minutes. Si tu vends un bien vert, tu fais un gain ou une perte, les deux vont ensemble dans cette boîte-là. Donc, tu as tes 6 cas de figure illustrés sur ce tableau-là. C'est quoi des biens orange, mauve puis vert? Je sais que vous l'avez vu dans la note, dans les capsules vidéo, là, mais c'est juste écrit, juste vous les rappeler en quelques mots ici. Donc, j'ai avancé de 2-3 pages. Donc, c'est quoi la différence entre un bien orange et un bien mauve? Ben, un est le contraire de l'autre. Un bien orange, c'est un bien que tu as acquis à des fins commerciales. Donc, c'est une immobilisation que tu as achetée dans le but de faire à des fins commerciales ou dans le but de faire un revenu avec cet actif-là. Par opposition à un bien mauve, qui est le contraire, qui est un bien que tu as acquis non pas pour des fins commerciales, mais pour des fins personnelles. Donc, je vais vous donner, si quelqu'un achète un placement qui va lui rapporter des revenus de placement, le placement, c'est un bien orange. Donc, quand il va le vendre à profit ou à perte, il va falloir le traiter la pastille comme étant orange. Si Tim Hortons achète un grille-pain pour mettre dans leur restaurant, ce grille-pain-là, c'est un bien orange parce que c'est un actif qui est commercial, qui sert à gagner du revenu. Alors que toi, si tu achètes le même grille-pain et que tu le mets chez toi, pour toi, le grille-pain, c'est un bien mauve. Parce que toi, cet actif-là, tu ne l'utilises pas pour gagner un revenu. Tu ne l'utilises pas à des fins commerciales, tu l'utilises à des fins personnelles. Donc, on distingue, c'est comme ça qu'il faut faire la distinction. Il faut se demander, est-ce que cet actif-là, je m'en sers à des fins personnelles ou c'est générateur de revenus? Puis, dépendamment de où tu te classes, il y a des particularités, là. Ici, en tout cas, les gains sont toujours imposables. Ici, les pertes sont toujours déductibles. Au niveau des biens mauves, c'est plus restrictif. Hein? Les pertes sont refusées, entre autres. Donc, une perte en capital en vendant un bien personnel, on ne te permet pas de le mettre dans ton rapport d'impôt. Et finalement, les biens verts. C'est un sous-ensemble des biens mauves. Donc, parmi les biens que tu achètes à des fins personnelles, on en a fait une sous-catégorie différente. On appelle ça des biens meubles déterminés, mais en gros, c'est des objets de collection. Si tu possèdes des objets de collection, on a décidé d'en faire un traitement différent. Donc, on en a fait comme une sous-catégorie différente.
c'est pas super important parce que dans la vraie vie, c'est rare qu'on voit des gens vendre. Ça arrive, là, mais c'est pas très, très fréquent, ces transactions-là, sur des objets de collection. Donc, moi, je ne veux pas trop y passer de temps nécessairement, là. Mais on va quand même en parler, on n'a pas le choix. Donc, des collections de bijoux, tout ça. Donc, vraiment des objets de collection. La particularité, elle est ici, là. Vous regarderez, la perte en capital n'est pas complètement refusée comme sur un bien mauve. On te l'accorde, mais c'est très restrictif. Tu peux seulement l'utiliser contre des gains que tu aurais fait en vendant un autre objet de collection. J'en dis pas plus. Je vous laisse aller avec ça. Donc, je vous rappelle qu'Éric a fait 7 transactions cette année. Techniquement, vous pourriez mettre des pastilles de couleur à côté de chaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il y a 7 transactions qui ont soit généré des gains ou des pertes. Donc, je serais curieux de savoir la couleur de la pastille. Puis, dépendamment de la couleur que vous allez y mettre, allez placer le résultat dans la bonne boîte, là, comme on l'a illustré dans votre volume, et vous seriez supposé arriver à 1650. Voilà, je laisse aller. Bon travail. Paris. OK, on va regarder la solution ensemble. Ah, tu as une question? Le remboursement? 43 pièces. Oh. OK, on regarde la solution. Je vous rappelle hein, que le fichier solution que je présente, vous allez y avoir accès après le cours, puis sur le portail de cours, puis ça va rester là jusqu'à la fin. Donc, pas de stress. Donc, pas obligé de prendre en note à la course tout ça. Vous allez y avoir accès, bien sûr. Donc, mon revenu, ma partie bleue, là, fini, ça donne 381 380. D'accord? Puis, je pourrais peut-être juste vous montrer que, dans le fond, regardez, j'ai changé d'onglet. Là. Ça, c'était la solution de la première partie. On arrivait à un revenu de 386 000 parce que ici, j'avais effacé le 1650 auquel on est supposé arriver tantôt. Puis ici, il y a un moins 7 000 aussi qu'on va venir mettre, propre à la partie 2 qu'on fait en ce moment, que j'ai aussi enlevé. Donc, en enlevant le 1650 puis en enlevant le moins 7 000 qui est ici, ça explique la réponse de tantôt. Puis là, on rajoute un plus 1650 ici, puis on rajoute un moins 7 000 ici. Magie, magie. Là, on arrive à 381 000. Ça, c'est la réponse finale. Ta partie bleue, elle donne vraiment 381 000 quand tu y rajoutes ta composante gain capital, y compris le moins 7 000 que je vais expliquer dans 2 petites minutes. Tout le monde voit la vue d'ensemble? Je veux juste être sûr que tout le monde comprenne que tout ce qu'on fait en ce moment, c'est intégré dans la partie bleue. Là. Donc, je vais zoomer la partie qui m'intéresse, bien sûr. Donc, vous reconnaissez mes 4 boîtes. 1, 2, 3, 4. Les couleurs ont changé un peu, je m'excuse. Donc, c'est les mêmes que j'avais écrits tout à l'heure au tableau. Là, 2950, 0, 8300, moins 7000. Je vous explique tout ça dans 2 petites minutes. Donc, chacune des boîtes est expliquée en notes, là, un petit peu plus bas. Donc, ma première boîte, c'est celle-là. D'accord. Donc, tout le monde se rappelle que dans ma première boîte, on met le résultat des pastilles positives, les gains sur des biens oranges, puis les gains sur des biens mauves.
C'est ça que le tableau indique avec les pastilles. Donc, j'en ai deux ici. J'ai un bien orange qui est la vente d'un placement. Quand on a un individu et on achète un placement, c'est un bien orange. J'appelle ça un bien commercial. C'est peut-être pas la meilleure façon de l'appeler. C'est un bien orange parce que c'est acquis pour gagner un revenu. Ton placement, la raison pour laquelle tu te l'achètes, ce n'est pas pour te le mettre en décoration sur ton mur de salon. C'est parce que tu veux faire un revenu avec ça. Donc, détenir un placement, c'est un bien orange. Donc, quand on le revend à profit fois 50 vous arrivez à 2750. Ensuite, j'ai vendu des billets de hockey. Des billets de hockey, c'est un bien mauve, c'est un bien personnel. Je l'ai vendu à profit cette fois-ci. Puis, regardez ici, le vrai chiffre dans l'énoncé, c'était 1400 moins, je ne sais pas si quelqu'un peut me dire c'était quoi le vrai coût, 350. Donc, j'ai mis 1000 d'accord? Parce que dans le volume, je n'irai pas vous le montrer, là, vous êtes capable d'aller le voir par vous-même. Il y a une particularité quand on calcule des gains sur des biens mauves. C'est la même chose sur les biens verts aussi. C'est ce qu'on appelle la règle du 1000 minimum. Ce que ça veut dire, c'est que c'est une fiction. Si ton vrai prix de vente est en bas de 1000 on fait semblant qu'il est de 1000. Ici, ça ne s'applique pas, j'étais à 1400. Mais la même fiction s'applique sur ton coût d'achat aussi. Si ton vrai coût d'achat est en bas de 1000, tu fais semblant qu'il est de 1000. Donc, on ne veut avoir aucune valeur en bas de ce plancher-là de 1000 pour éviter des calculs non matériels dans un rapport d'impôt. On ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui déclare un gain de 930 moins 920, 10 piastres de gain. C'est non matériel. Tout ce qui est en bas de 1000, on ne veut pas le voir, en gros. Donc, c'est pour ça que je l'ai remonté à 1000 ici. Donc, un gain de 200 piastres une fois fractionné. Est-ce que ça va pour cette première boîte-là? Good? Ma deuxième boîte qui donne 0, c'est la concentration de mes biens meubles déterminés. Donc, mes fameux objets de collection, dans cette boîte-là, je vous rappelle, on mettait autant les gains que les pertes. Donc, j'en ai deux ici. J'ai vendu, premièrement, une œuvre d'art. Je pense que les deux valeurs étaient en bas de 1000, hein, c'était ça l'histoire. Donc, on applique nos valeurs planchées de 1000, autant pour le prix de vente que le coût. Ça donne 0. Puis, j'ai fait une autre vente, une perte en vendant une collection de pièces de monnaie. Vous voyez ici, une perte de 500 ce qu'il faut, zéro, donc pour la section des biens meubles déterminés, je n'ai pas de gain, j'ai une perte. Il faut mettre 0 ici. OK? La particularité des biens meubles déterminés, c'est la suivante. C'est qu'une perte en capital sur la vente d'un bien meuble déterminé, la seule utilité, c'est de s'appliquer contre un gain que l'on ferait dans la même année en vendant un autre objet de collection. Donc, si j'avais eu un gain ici, vert, j'aurais pu la prendre, ma perte de 500 Mais parce que c'est un bien vert, cette perte-là est vouée, pardon, elle est vouée à trouver un gain en capital de la même couleur. OK? Puis cette année, il n'y en a pas. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que vous avez vu dans le volume? Qu'est-ce qui arrive si dans la même année, on ne trouve pas de gain sur bien meuble déterminé comme cette année? Est-ce que c'est perdu, cette perte-là? Non, c'est reportable. C'est intelligent. Ça serait bête que le gouvernement te dise, pour l'utiliser, cette perte-là, il faut absolument que tu fasses un gain cette année en vendant un autre objet de collection. Il donne un peu plus de flexibilité, il donne 10 ans. Parce que tu peux prendre cette perte-là, puis la reporter moins 3 plus 7. Ça fait 10, ça. Donc, ça veut dire que si, dans mon rapport d'impôt de l'année passée, j'avais un profit sur un objet de collection, un bien vert, ma perte de cette année, je vais la reporter dans mon rapport d'impôt de l'année passée. Je pourrais même reculer de 2 ans ou de 3 ans, mais sur des rapports d'impôt des années antérieures, ou garder cette perte-là pour les 7 prochaines années. Donc, dans les prochaines années, si je vends des objets de collection à profit, ma perte de 500 va être en banque, puis elle va être disponible pour être utilisée. Mais cette année, il faut considérer qu'on ne l'utilise pas, on la met en banque, puis on verra ce qu'on fait avec. Oui? Exemple que ma perte serait de 1500, est-ce qu'il faut que le gain que j'ai fait, pas dans l'année ou dans les années, soit équivalent à ma perte? Oui. Il faut qu'il soit équivalent. Si tu veux utiliser tout, si c'est parlons de 500, là, ça n'a pas vraiment d'importance l'ampleur de la perte parce que ta règle de 1000, tu l'as déjà appliquée. Mais bref, si tu avais une perte de 1500 tu dois trouver 1500 de gain sur bien meuble déterminé. Tu as 10 ans pour ça. Puis si tu ne le trouves pas, ben, elle va être perdue ta perte. Non, c'est vraiment un bien vert. Excusez, là,
Ça va pour ça. Je peux vous le montrer dans le volume, mais c'est écrit noir sur blanc dans la partie des biens mauves, là, cette particularité-là. Donc, je ne vais pas vous la surligner, mais croyez-moi que c'est écrit dans le volume. Tout est écrit dans le volume, hein. Je dis ça, je ne dis pas ça pour dire que c'est facile, mon cours, loin de là, mais je veux juste dire qu'il n'y a aucune explication qui vient de ma bouche que vous devriez capter puis dire, ah, il me change les capter pour l'examen. Tout est écrit. Tout est écrit. Tu peux tout lire ça dans les bonnes sections du sujet 3. C'est bon? Mais si vous voulez aller le voir, on peut le faire, mais sinon, si vous sentez le besoin qu'on y aille, on ira. Donc, au niveau de mes pertes maintenant, euh, ici, 8300. Donc, ça, je vous rappelle, selon le petit dessin qu'il y avait tout à l'heure, c'est une section qui contient uniquement des pertes en capital en vendant des biens orange. Parce que je vous rappelle que les autres pertes en capital, on n'a pas à les mettre ici. Premièrement, ta perte en capital sur tes biens verts, tu viens de le traiter ici. Donc, tes pastilles vertes négatives, tu les as déjà traitées dans une section réservée aux biens verts. Fait qu'on ne les reprend pas. Il ne faut pas les reprendre une deuxième fois, bien sûr. Puis, autre particularité, une perte en capital sur un bien mauve, c'est écrit dans votre volume, c'est refusé. Donc, commençons par ça tout de suite. Tu as vendu ta voiture personnelle. Tu as vendu une voiture, tu l'avais acheté 22 000. C'est clairement, tout le monde s'entend que c'est un bien mauve, détenir une auto. Vous avez chacun une auto chez vous, certains, peut-être, là. C'est des biens mauves pour tout le monde. Donc, ici, on a une perte en capital, mais on la met à nulle part. Parce que une perte sur un bien mauve, le gouvernement juge que tu n'as pas le droit de mettre ça à nulle part dans ton rapport d'impôt. Je suis curieux de faire un test à main levée dans la classe. Juste, je décroche 30 secondes de la solution. Qui dans la classe a déjà vendu une voiture usagée? Levez la main. Moi, ça m'est déjà arrivé. Gardez la main levée. Qui, à main levée, a vendu sa voiture moins cher qu'il l'avait achetée? Tout le monde, hein? C'est le propre d'un bien. Un bien personnel, tu le vends toujours moins cher que tu l'as acheté. À main levée, qui a mis cette perte en capital-là dans son rapport d'impôt? Personne. Donc, vous avez bien appliqué la règle. Sans même le savoir, vous vous êtes dit, je ne peux pas croire que vendre mon char à perte, mon vieux bazou, ça va abaisser mes impôts. Donc, sans même le savoir, vous avez appliqué le bon traitement. Tu ne peux jamais, jamais abaisser tes impôts en vendant un bien personnel à perte. Parce que tu ne l'as pas, tu l'as acheté pour le consommer personnellement. Donc, ça n'a pas du tout, aucunement, ça peut abaisser tes impôts. OK. Donc, il m'en reste deux des biens orange, vous l'avez compris, deux placements. Donc, je pense que le calcul est assez facile. Une perte de 1300 en vendant un placement dans ma société Q88, puis un placement de moins 7000 sur la vente d'un placement de Psy Québec Incorporé. Donc, c'est la somme de ces deux-là qui donne le fameux 8300. Ici. Donc, je vais vous montrer peut-être dans le volume une dernière petite affaire. On va arriver au fameux sujet des pertes en capital qui se qualifient de PDTPE. Je vais vous montrer ça dans le volume. C'est expliqué à la page 72. Ici. On y est. Il y a certaines pertes en capital que le gouvernement rebaptise, OK? Et va changer le nom, ou va dire, le gouvernement va dire que cette perte en capital-là se renomme ou est qualifiée, se qualifie de PDTPE. Quel nom affreux, je m'excuse, c'est très long. Perte déductible au titre d'un placement d'entreprise. C'est horrible comme nom. Désolé, c'est le gouvernement. Mais qu'est-ce que. Donc, ça va toujours être dit dans l'énoncé. Puis quand une perte en capital se qualifie de PDTPE, ça vient avec un grand avantage pour le contribuable. L'avantage, c'est que cette perte-là, on va la déplacer dans la partie bleue. Cette perte-là, on va l'enlever de la partie de 3B, puis on va aller la déduire ailleurs dans le calcul du revenu, dans le bas, là, avec les autres pertes. Donc, concrètement, dans votre énoncé, regardez, ici, j'avais deux pertes.
j'avais deux pertes. Une perte sur Q88, puis une perte sur Psi. Donc, deux pertes qui totalisent 8300. Et on vous dit qu'une de ces pertes-là se qualifie de PDTPE, celle de 7000. C'est écrit dans l'énoncé. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce 7000-là ici, on va venir l'enlever de 3B, puis on va venir le déduire à un autre endroit, OK, dans la section des PDTPE. Donc, regardez, on le voit mieux sur la page principale du rapport d'impôt. Là-dedans, ici, j'ai deux pertes, une de 7000 puis une de 1300. Il y en a une de 7000 que j'enlève. Donc, il en reste juste 1300. Il reste juste l'autre qui ne se qualifie pas de PDTPE. J'en enlève il y en a une de 7000 que j'enlève, puis je vais la déduire ici. Donc, elle ne disparaît pas, la perte. Elle est juste déplacée dans la structure. Au lieu d'être prisonnière à 3B ici, dans le 8300, une des deux, on l'enlève et on la déduit là. Puis, il est où l'avantage de ça? Est-ce que quelqu'un le sait? Pourquoi je présente ça comme un avantage pour le contribuable? Elle devient déductible contre toute source de revenus. C'est ça l'avantage. Normalement, une perte en capital normale, c'est déductible juste contre du gain. Puis regardez, j'en ai pas beaucoup de gains cette année. J'en ai 2950. Êtes-vous d'accord que le 8300, là, si je l'avais laissé au complet ici, est-ce que j'aurais pu l'utiliser au complet cette année? Non, je n'ai pas assez de gains capital. La beauté d'une perte qui se qualifie de PDTPE, c'est qu'on l'enlève on la sort de la prison. La prison étant, je suis juste déductible contre du gain. On l'enlève de là, on va la déduire en bas. Puis elle devient déductible contre toute source de revenus. Donc, mon 7000, à quelque part, il est venu annuler quoi? Il est venu annuler toutes mes autres sources de revenus qui sont ici. Revenus d'emploi, revenus de placement, mes autres revenus. Tout mon revenu qui est en haut ici, là, a été, j'ai pu appliquer mon 7000 à l'encontre de ça. On va en reparler de ça, OK? Mais pour l'instant, il faut juste comprendre ce déplacement-là. Il faut le faire, le déplacement. Quand on vous dit dans l'énoncé qu'une perte en capital se qualifie de PDTPE, tu l'enlèves ici de 3B, puis tu t'en vas la déduire en bas à 3D. On en reparlera des raisons de ça, les critères à respecter. On ne verra pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut juste voir que ce déplacement-là s'opère dans le calcul de notre revenu. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai encore dépassé d'une dizaine de minutes. Merci beaucoup. Vous avez bien travaillé. Merci de votre attention. Si vous voulez venir voir la solution plus tranquillement avec moi, je reste à l'avant. Sinon, on prend la pause. On revient vers 10h25. On va finir le problème au retour. À tantôt. Merci encore pour votre bon travail.
OK, on va regarder la solution ensemble. La solution finale. Beaucoup sont arrivés beaucoup sont arrivés à moins 43 ou autour de, c'est très bon. Si vous arrivez à 2, 3, 4 de différence, c'est correct aussi. Là. Tant que vous arrivez à 10 près, admettons, c'est correct. C'est causé par les arrondissements. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, le fichier solution vient d'apparaître dans le portail de cours. Si vous voulez aller le consulter pendant que je fais la présentation, si vous voulez l'annoter pendant que je vous le présente, libre à vous. Il est là, il va rester là aussi jusqu'à la fin de la session. Donc, on va aller voir ça. OK. Alors, première étape, dans la partie verte, il y avait une seule déduction qui était qu'il fallait prendre. C'était une déduction de 4 000. Donc, à la fin de la partie verte, on arrivait à ce qu'on appelle un revenu imposable de 377 000. Je ne vous le remonte pas dans l'énoncé, on l'avait lu tout à l'heure. Vous vous rappelez, tantôt dans l'énoncé, je vous avais montré qu'il y avait deux déductions. Une qui se place dans le calcul du revenu, la partie bleue, parce que le libellé l'indiquait ainsi, puis une autre qui se place dans la partie verte parce que le libellé parlait d'une déduction dans le calcul du revenu imposable. Je ne vous la remonte pas, là. Donc, on arrive à notre revenu imposable, puis finalement, nos 5 étapes au niveau du calcul de l'impôt, avec les 5 chiffres que vous reconnaissez. Donc, première étape, on applique les taux on prend le revenu imposable qui est ici, 377 000, et on le décortique, on le décompose en différentes tranches, et chaque tranche va subir un taux d'impôt différent qui va en croissant, bien sûr. C'est ce qu'on appelle des taux d'imposition progressifs. Euh, Dans l'énoncé, je vous disais d'aller chercher les vrais taux en vigueur au fédéral en 2024. Je ne vous le montre pas dans le volume. Là, si vous allez dans le sujet 7, dans le point 3, tout le monde a trouvé le tableau. Donc, c'est ça que je mets en application. Donc, je prends mon premier 55 000 de revenus imposables, puis je l'impose à 15 %. Ça me donne ce résultat-là. Ensuite, je prends le revenu imposable qui se situe entre 55 000 et 111. Donc, autrement dit, ma formule, ce serait faire 111 moins mon 55 déjà imposé, puis cette fraction-là, fermer la parenthèse, fois 20,5 %. Ensuite, la tranche qui se situe entre 111 et 173, mathématiquement, j'ouvre la parenthèse, je ferai 173 moins 111 déjà imposé, je ferme la parenthèse, fois 26 %, et ainsi de suite. La dernière tranche ici, c'est dans le livre, on vous disait que tout le revenu imposable qui excède 246 000 est imposé à 33 % qui est le plus haut taux en vigueur au Canada. Donc, moi, c'est mon cas. Donc, je prends mon revenu imposable à moi, 370 dans ma cellule, là, ici, dans ma formule. J'ouvre une parenthèse. Je prends mon revenu imposable qui est ici, 377. J'enlève les 246 déjà imposés. Je ferme la parenthèse. Ça fait ressortir mon excédent. Puis, je fais fois 33 %. Donc, c'est comme ça que vous arrivez à vos 5 taux d'impôt qui sont avec des taux différents. Vous additionnez tout ça, vous arrivez à 100 258. Si ça bloque à ça, pratiquez-vous. C'est correct là, que ça ait bloqué aujourd'hui, mais tu es supposé être capable d'appliquer ça, des taux d'impôt progressifs à un revenu imposable. Donc, dans les problèmes et solutions que vous allez faire à la maison après le cours, vous allez avoir plusieurs chances de vous pratiquer. Ça serait plate que ça bloque ici, parce que ce n'est pas la partie la plus difficile, là. Puis, tu ne peux pas avoir la bonne réponse si tu bloques à la première étape. La deuxième étape, c'est ce montant-là d'impôt de 100 000, il va être abaissé par l'application des crédits d'impôt personnels. Donc, dans l'énoncé, on vous disait que vous avez droit à une série de crédits d'impôt personnels. On vous donnait tous les montants ici. Donc, ici, là. Donc, il fallait prendre tous ces crédits d'impôt personnels qui sont ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en avait 9. OK? Fait que je prends ces 9 crédits d'impôt personnels-là. Je fais le petit calcul qu'il faut pour chacun, là. Puis, vous devriez vous appliquer ça en réduction de votre impôt de 100 000. Ici, lui, on ne le prend pas, le dernier. Le crédit pour contribution politique, c'est pas vraiment un crédit d'impôt personnel. Lui, il va dans une autre section après l'abattement. Si vous le prenez avant l'abattement, vous allez fausser votre calcul d'abattement, puis vous n'arriverez pas à la bonne réponse, c'est sûr. Ce n'est pas juste un caprice de le placer au bon endroit.
c'est mathématiquement, tu fausses ton calcul d'impôt parce que tu fausses ton abattement en le plaçant au mauvais endroit. Fait que lui, je ne le prends pas, mais les 9 autres, je les prends. Le pourquoi du, ici, là, moins 6 620. Donc, Maurice, c'est des questions? Donc, 100 000 abaissé par des crédits d'impôt personnel d'une valeur de 6 600. J'arrive à un sous-total qu'on appelle l'impôt fédéral de base, 93 000. Troisième étape, pour les résidents du Québec, de la province de Québec, le fédéral vous dit, le gouvernement fédéral vous dit, moi, quand je t'impose, je n'ai pas le rôle de percevoir ton impôt de ta province. Tu t'arrangeras avec ta province après. Donc, pour toi, résident de la province de Québec, tu peux couper, enlever 15 449 d'impôts pour cette raison-là dans ton présent rapport d'impôt fédéral. Ça s'appelle l'abattement d'impôt du Québec. Le calcul, c'est toujours le même. C'est 16,5 de mon sous-total qui est ici. Donc, 16,5 de mon impôt fédéral de base. On arrive à un abattement de 15 000 si j'arrondis. Quatrième section, les autres crédits d'impôt. Donc, le fameux crédit pour contribution politique que je vous disais tout à l'heure, de ne pas prendre avant l'abattement, mais bien d'aller le prendre après l'abattement, il vient se placer ici, moins 225. Il y en a juste un qui se place là, c'est celui-là. Donc, on tire un trait sous-total, ça s'appelle l'impôt payable, presque 78 000, là, 77 957. Donc, ça, c'est vraiment votre, je répète, la façon de l'interpréter, ce chiffre-là, c'est vraiment votre dépense d'impôt pour l'année. Vous pouvez très bien dire, moi, là, cette année, compte tenu de mes nombreux revenus, mes dépenses, mes crédits d'impôt, compte tenu de ma situation, cette année, ça va m'avoir coûté 77 957 d'impôts. Est-ce que tu envoies un chèque de cette valeur-là à la fin de l'année? Bien sûr que non. Dernière étape, on retranche tout ce que tu as déjà envoyé au gouvernement. Donc, présumons que sur mon salaire, mon employeur a déjà retenu 78 000 d'impôts. Donc, il y en a trop retenu. Je me ramasse à avoir eu trop d'impôts retenus par rapport à ma dépense d'impôt finale. C'est le pourquoi d'un remboursement de 43 $. Donc, c'est toujours les mêmes cinq étapes qu'on va retrouver ici. Là. Je vais juste vous remontrer un petit peu plus. Excusez si c'est petit, mais je vais juste vous montrer les étapes. Donc, on aura, dans un calcul d'impôt, on va toujours avoir les 5 mêmes étapes. 1, on applique la table d'impôt en vigueur dans l'année. 2, on réduit par les crédits d'impôt personnels. 3, on prend l'abattement d'impôt pour les Québécois. 4, on prend les autres crédits d'impôt s'il y en a. Puis 5, on retranche les retenues qui ont été effectuées. Prenez l'habitude en tête d'avoir toujours ces 5 étapes-là. Il y a des questions? Ben, bravo encore une fois, c'est du bon travail. Puis là, on s'est vraiment tapé une vraie déclaration de revenus, c'est le cas de le dire. Donc, ça va être important d'en refaire à la maison. Hein. Là, j'étais là, je vous aidais, je vous dépannais, mais il va falloir être capable de faire tout ça par soi-même à l'examen. Donc, vraiment, après le cours, dans la partie après le cours, les problèmes de la vécu en fiscalité, vous allez avoir à répéter ça 2, 3, 4 fois. Il y en a qui mettent plus l'accent sur des crédits d'impôt, il y en a qui mettent plus l'accent sur les parties bleues. Faites ça avec patience, avec beaucoup d'efforts et de sérieux. C'est ça qui va vous récompenser à l'examen, le fait que vous fassiez les problèmes à la maison. Vous ne serez pas déçus pour ceux qui les font à l'examen, là, vous allez être récompensés. C'est bon? Il nous resterait le petit défi Kahoot à faire. J'ai comme un petit 10 minutes de lousse. Je vais juste aller vous montrer quelque chose juste pour le plaisir. Là. Vous allez me dire que ce n'est pas plaisant, mais je vais aller vous montrer une vraie déclaration. Je mets ça en annexe dans le volume. Des fois, je ne la montre pas parce que je n'ai pas le temps. Je vais le faire. Là. On vient de faire une déclaration vraiment sur Excel ou à la mitaine, plein de couleurs. Je vais aller vous montrer sur un vrai formulaire, ça ressemble à quoi. Vous allez. C'est la même chose. C'est les mêmes étapes, c'est juste que c'est moins coloré, puis c'est moins attirant, c'est moins beau. Je vais aller là. En annexe du volume, là, je vais aller dans votre discipline, dans les dernières. Donc, ça, c'est une déclaration. Vous voyez que c'est moins beau, c'est plus gris. Donc, ça, c'est une vraie déclaration d'impôt fédéral. C'est la 2023 parce que la 2024 n'était pas encore disponible. Une déclaration de revenus, c'est à 8 pages de mémoire. C'est à 8 pages.
Puis le reste, c'est des annexes. Tu sais, quand on trouve que c'est épais, c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'annexes, mais l'essentiel de nos étapes, c'est sur 8 pages. La première page, c'est juste des données personnelles. Euh, Troisième page, on commence à mettre des chiffres. Donc, toutes tes sources de revenus, là, tu les places sur ces lignes-là. C'est vraiment pile-mile, là. Il y a pas, c'est pas bien classé. Mais tout ton 3A, tes revenus d'entreprise, tes revenus de biens, tes revenus de salaire, regarde, des revenus d'emploi, autres revenus d'emploi. J'en lis quelques-uns avec vous, là. Euh, Revenus de location, montant imposable des dividendes, intérêts, toutes des choses qu'on a vues aujourd'hui, on aurait pu les mettre sur ces lignes-là. Ici, 120, la ligne ici, 12 700, c'est tous les gains. Tous les gains et pertes en capital, on remplit l'annexe 3, les boîtes sont là, puis le résultat se reporte ici. Ensuite, ici, c'est les déductions. Toutes les déductions qui sont admises dans le calcul de la partie bleue sont toutes listées ici. Nous, on en avait une de 7 500. C'était des frais de déménagement. Aujourd'hui, je ne me trompe pas, il est ici la ligne. Là. Donc, on aurait mis le montant de Eric ici. Il me semble que c'est des frais de déménagement de mémoire. Bref, ça abaisse sa partie bleue. Continue. Donc, là, je reviens sur mes pas. Ça, c'est la fin de ma partie bleue. Techniquement, après la page 4, eux, ils appellent ça le revenu net. C'est ta partie bleue qui est finie. Ensuite, c'est ta partie verte, calcul du revenu imposable. Donc, nous, on avait un moins 4 000 ici qui se serait placé. On arrive au revenu imposable. Dernière étape, la partie rose. Tes taux d'impôt avec tes fameuses tranches de revenu imposable, tu les reconnais, 15, 20,5, 26. Les tranches, ce n'est pas les bonnes parce que c'est les tranches 2023, ça. Alors que nous, on a travaillé avec les vraies tranches 2024 dans votre volume, c'est encore mieux, mais c'est à peu près la même chose. Tous les crédits d'impôt personnels qui ont abaissé l'impôt se placent ici, à la page 5. Ça continue à la page 6. On les multiplie par 15 les crédits d'impôt personnels. Là, on le verra en temps et lieu. Il était aussi fractionné dans votre problème. Puis les dernières étapes, on va les retrouver ici. Mes autres crédits d'impôt vont se placer ici. Mon moins 225. Puis, regardez, mon calcul d'abattement va se faire ici, mon fameux 16,5 qui se serait placé ici. Mes retenues d'impôt, mon moins 78 000 serait placé ici. Puis, il y en a aussi des fois qui se placent ici, là, dépendamment si c'est des acomptes ou des retenues de l'employeur. Puis, ça vous donne vos deux options, solde dû ou remboursement. Donc, on est rendu à la page 8 de 8. Donc, quand vous allez regarder votre déclaration, c'est ça que vous allez voir. Puis, vous devriez retrouver à peu près les mêmes composantes de ce que je vous ai enseigné aujourd'hui, avec une approche théorique aujourd'hui, mais c'est les mêmes composantes. Il faut juste avoir des bons yeux pour être capable de lire ces petites écritures. Oui, après l'abattement. Oui, il est avant, mais il n'influence pas le calcul de l'abattement quand même. Quand le gouvernement fait le calcul de l'abattement ici, il ne prend pas ce qu'il dit là dans son calcul. Mais merci pour la remarque. Tu as raison. Donc, on va aller faire notre défi caout pour finir la journée. On termine avec ça.